peut amener une expérience client différente parce que, ce que je vous disais tout à l'heure sur les sites de paris en ligne, la personne sera payée 10 secondes après, donc tu vois l'argent sur ton compte bancaire, tu es complètement rassuré directement. Donc c'est ces niveaux-là de sécurisation, plus des niveaux de contrôle automatisé, de scoring, de filtrage, on appelle ça du filtrage de transactions, sur lequel on va mettre un certain nombre de règles pour nous assurer effectivement que ça ne sort pas vers des IBAN frauduleux. Mais comme on a bien fait le KYC, on a bien fait le KYB, déjà dès cette étape-là, on va en enlever une bonne partie, et ensuite, et c'est ce que disait Thérèse, on va s'assurer même au moment des transactions que chacune va bien être légitime. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le One-to-One est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation, et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Bienvenue dans cette nouvelle émission où nous allons nous intéresser à un enjeu majeur du e-commerce, la sécurisation des paiements sur les marketplaces. Les marketplaces apportent une vraie transformation au commerce en ligne en offrant aux consommateurs un choix encore plus large de produits et en permettant à des milliers de vendeurs de proposer leur offre sur une seule et même plateforme. Mais cette croissance s'accompagne aussi de défis de taille. En effet, comment sécuriser les paiements sans ralentir l'expérience utilisateur? Comment garantir la conformité réglementaire tout en facilitant les transactions? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de réunir 2 experts aux perspectives complémentaires. D'abord, Thérèse Duhameau, directrice des paiements chez Rakuten, qui nous apportera le point de vue métier. Rakuten, vous connaissez déjà, c'est un des leaders du e-commerce qui connecte sur sa plateforme des millions d'acheteurs et de vendeurs. La sécurisation des paiements est donc clairement un enjeu clé pour assurer une expérience fluide et de confiance. Nous avons également Jacques-Olivier Schatz, qui est le CEO de Xpolens, qui nous apportera l'expertise technologique. Xpolens, filiale du groupe BPCE, est un acteur clé des paiements en ligne, proposant des solutions complètes et innovantes pour sécuriser et optimiser les flux de transactions sur les plateformes. Dans notre conversation, nous allons aborder 4 sujets. Nous verrons d'abord comment sécuriser l'onboarding des vendeurs, et c'est un enjeu fondamental car il faut repérer les acteurs frauduleux tout en facilitant l'introduction des partenaires de confiance. Nous analyserons ensuite les questions liées à la sécurisation des paiements pour comprendre comment nous pouvons garantir la confiance des utilisateurs sans freiner la croissance du e-commerce. Nous nous intéresserons à l'expérience de paiement, c'est-à-dire comment trouver le bon équilibre entre fluidité et sécurité avec une infrastructure robuste pour gérer les transactions et optimiser les remboursements. Enfin, nous aborderons le sujet de la régulation et de l'innovation en explorant l'impact des évolutions réglementaires et le rôle des nouvelles technologies comme l'open banking. Une discussion riche en perspectives nous attend, mais avant de commencer, mes chers invités, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Thérèse, je me tourne vers toi, à toi l'honneur.
Bonjour à tous, je suis Thérèse Duhamel, directrice service client, mode de paiement et risque chez Rakuten France depuis 5 ans. Donc je gère ces deux périmètres, service client, paiement et risque. C'est peu habituel d'avoir ces deux responsabilités réunies. Oui, effectivement, nous sommes convaincus que les deux sujets sont liés. Donc le paiement pay-in est lié à l'expérience client. Et avec les multitudes de facteurs de risque aujourd'hui, le risque et le service client sont de plus en plus liés. Avant que tu nous parles de Rakuten et de plus en détail, le rôle qu'il tient chez Rakuten, je l'ai d'ailleurs présenté rapidement en introduction, tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ton parcours? Tu as eu une expérience dans le paiement avant Rakuten? Alors, j'ai un parcours très opérationnel. Je viens plutôt de service client, gestion de la fraude aussi, gestion de logistique aussi. J'ai commencé mon parcours il y a 20 ans chez Pixmania. J'ai un parcours très opérationnel. Donc, concrètement, j'ai commencé au téléphone en tant qu'opératrice service client. Et ensuite, j'ai commencé à gérer de plus en plus des équipes, des projets liés au service client, liés au risque, liés à la logistique aussi, toujours dans le groupe Pixmania. Et ensuite, j'étais chez Mano Mano pendant 4 ans, où j'ai complètement mis en place le service client de Mano Mano. Donc, quand je suis arrivée, c'était une petite entreprise. Donc, j'ai créé les équipes, les process, j'ai trouvé un partenaire service client, les outils, donc toute la stratégie, vraiment la création et la mise en place de la stratégie chez Mano Mano. Et ensuite, je suis chez Rakuten depuis 5 ans. J'ai fait aussi un executive MBA au passage, puisque j'ai un parcours opérationnel, donc pour apprendre un peu la théorie de mes métiers. Je retiens qu'en fait, ton parcours, il est quand même empreint d'une expérience sur les plateformes, puisque tu as toujours été sur les plateformes. E-commerce, oui, plateforme et e-commerce, oui. Pixmania, c'est un retailer, mais on avait une partie marketplace aussi, mais très e-commerce et très opérationnel. Pixmania qui renaît de ses cendres. Exactement. Merci pour ces quelques mots sur ton parcours. Rakuten, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, rappeler quelques chiffres? Cédric Dufour est passé derrière ce micro il n'y a pas très longtemps, mais est-ce que tu peux nous les rappeler? Oui, donc Rakuten France, nous sommes une plateforme de e-commerce généraliste. On vend des produits de différentes catégories. On a des produits high-tech, on a des produits culturels, on a des produits de la maison, vendus par des vendeurs particuliers et professionnels. Donc on a les deux. Et on a également des produits neufs, occasion et reconditionnés. Ce qui est important aussi de connaître sur Rakuten, c'est notre programme de fidélité. On a 13 millions de membres avec le Club R. Oui, donc on va rémunérer sous forme de cashback les ventes et les achats. Donc on favorise aussi de cette manière l'économie circulaire historiquement. Donc on est un acteur de l'économie circulaire depuis toujours. On peut acheter et revendre sur notre plateforme. En tant que vendeur particulier, toi ou n'importe qui peut vendre après les contrôles qu'on va effectuer, évidemment. Le Club R, je crois que c'est oui. 12 millions de membres. C'est 13 millions, 13 millions de membres. Oui, exactement. Ça veut dire 13 millions de wallets? Ça veut dire 13 millions de wallets. Non, ça ne veut pas dire 13 millions de wallets parce que c'est des acheteurs. Une partie, c'est uniquement des acheteurs. Les wallets, les vendeurs. Et le cashback, il est stocké comment? C'est un autre système, donc c'est pas stocké sur le wallet, c'est du cashback, donc c'est des Rakuten points. Oui. Ok, bon. Donc c'est pas 13 millions de wallets à gérer, mais c'est quand même beaucoup de wallets à gérer avec des vendeurs particuliers. Combien vous avez de vendeurs? On a des vendeurs professionnels, on a 12 000 membres. Et des acheteurs, des vendeurs particuliers, on a aussi beaucoup de milliers qui sont un peu moins actifs et des cycles de vente sont très différents. Merci beaucoup Thérèse pour cette présentation de ton parcours et de Rakuten. Je me tourne vers toi, Jacques-Olivier. Xpolens, même si ça appartient à BPCE, ça n'a pas la même notoriété que Rakuten. Mais avant que tu nous présentes Xpolens, est-ce que tu peux te présenter toi, ton parcours, ce que tu fais C'est vrai, Xpolens, ça n'a pas tout à fait la même notoriété. On y travaille beaucoup. Alors, qui je suis et ce que je fais donc, Jacques-Olivier Schatz, moi je suis le CEO d'Xpolens. Pour parler de moi, pour commencer rapidement, j'ai une première moitié de carrière
où j'ai fait plusieurs postes dans une société d'ingénierie, étant passé par le commercial, chief of staff, de la finance, et je me suis occupé après d'une direction administrative et financière. Et je suis tombé dans la fintech pour ma deuxième moitié de carrière. Je suis tombé chez Nickel, où j'ai commencé secrétaire général. Donc Nickel, compte Nickel, c'est un compte qu'on pouvait ouvrir chez les buralistes, enfin qu'on peut toujours ouvrir. Et qui a été racheté par BNP Paribas. Et qu'on a vendu exactement à BNP Paribas. J'étais secrétaire général au moment de la vente. Je suis ensuite resté pendant 3 ans directeur général de Nickel. Quand on était chez BNP, ça continue, et ça continue d'ailleurs toujours, à faire une très belle croissance. Après 3 ans au sein de Nickel chez BNP, j'ai changé, je suis passé dans l'InsurTech, donc toujours côté FinTech, dans une entreprise qui s'appelle Wacom, qui faisait des produits d'assurance par API. In fine, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est des modules de paiement par API. C'était déjà assez proche en termes de cas d'utilisation. Je suis passé dans le paiement, mais cette fois-ci, le paiement différé et fractionné. J'étais directeur général de Pledge, qui est une société qui fait toujours d'ailleurs du Buy Now Pay Later, qui a été racheté entre-temps par le Crédit Agricole. Donc, moi, je suis arrivé il y a maintenant 2 ans, d'abord en tant que directeur général, puis en tant que CEO chez Expolens. Et Expolens, on est une société de banking as a service, comme son nom l'indique, mais les gens ne connaissent pas forcément dans le détail ce que c'est du banking as a service. Donc, en général, on a plutôt tendance à parler de boîte de Lego des paiements, donc par API. API, donc c'est de la connexion directement informatique. Avant de nous dire comment ça fonctionne, est-ce que tu peux nous dire quelle est finalement la proposition de valeur d'Expolens ? Quels sont les problèmes auxquels vous apportez des solutions ? Alors, il y a 4 grandes typologies de problèmes auxquels on apporte des solutions. Il y a certains de nos partenaires qui viennent nous voir en disant j'ai besoin de créer une néobanque avec des guillemets, puisqu'on n'est pas une banque, on est un établissement de paiement, mais j'ai envie de proposer à mes utilisateurs une carte, un compte, une capacité d'onboarding, et on parlera tout à l'heure d'onboarding, donc ça va faire le lien, mais des capacités de pouvoir créer cette expérience utilisateur, donc au sens back-office, c'est-à-dire que nous on va proposer les outils pour le faire, et ensuite ça va être nos partenaires qui vont proposer l'UX au sens app qui va être proposé aux clients. On va avoir certains autres clients qui viennent nous voir parce qu'ils ont envie de créer une expérience utilisateur spécifique, par exemple autour de la carte, pour donner un exemple rapide, pour les Jeux Olympiques, les utilisateurs qui n'avaient pas de carte Visa, qui étaient les seules cartes utilisables au sein des stades, avaient la possibilité de... Visa qui était le partenaire officiel. Voilà, c'est la raison pour laquelle il n'y avait que Visa. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, les gens qui avaient des cartes d'autres types avaient besoin de pouvoir payer aussi. Ils pouvaient télécharger une app dans laquelle on venait créer une carte virtuelle qui pouvait être chargée directement par d'autres types de cartes et ensuite pouvait être dépensée. C'est-à-dire qu'en termes d'expérience utilisateur, en moins d'1 minute, j'ai une carte Visa sur mon téléphone ou dans des cartes physiques. On avait aussi mis des paquets de cartes physiques de disponibles. Je peux l'utiliser, donc je peux dépenser de l'argent directement dans le stade. Donc ça, c'est améliorer l'expérience utilisateur. C'est des expériences qu'on peut aussi avoir dans les domaines de l'assurance, dans les domaines des transports, où on a parfois besoin de pouvoir générer des cartes avec des besoins spécifiques. On va pas s'étendre trop là-dessus. On a un troisième besoin qui est le besoin de pouvoir utiliser des modules bancaires pour des expériences spécifiques, par exemple dans le secteur du jeu où les gagnants le samedi soir à 23h30, quand ils ont gagné leur pari, ils ont le souhait de pouvoir toucher leur argent. Donc ils vont cliquer sur un bouton. Ce bouton va, après un certain nombre de contrôles, et on en reparlera de la partie contrôle, pouvoir décaisser et toucher directement sur non plus leur wallet de jeu, mais directement sur leur compte bancaire, de l'argent avec une expérience où je touche tout de suite, je peux redépenser, je peux payer la tournée parce que j'ai gagné un beau pari. Donc ça c'est le troisième cas d'utilisation, c'est des API spécifiques pour des besoins spécifiques de paiement, de prélèvement, de génération de cartes, etc. Et le dernier use case, c'est celui pour lequel on est réunis aujourd'hui, c'est autour de tout ce qui va être l'automatisation des plateformes et des marketplaces, la capacité de pouvoir onboarder des marchands ou des utilisateurs, suivant qu'on est sur du particulier ou du professionnel, de pouvoir ensuite tenir le compte de ces personnes-là et de pouvoir
l'alimenter en cash-in, comme on dit, et ensuite, derrière, le vider en cash-out avec les contrôles qui vont bien évidemment. Pour pouvoir faire ça, tu disais justement, en fait, vous avez un stock de briques, comme des Lego, Exactement. et puis vous allez construire finalement avec ces briques-là des solutions sur mesure. C'est ça, exactement. Avec chaque partenaire, on va construire des flux de paiement potentiellement différents, avec des règles qui vont être différentes aussi les unes des autres, pour pouvoir avoir l'expérience utilisateur cible. Et bien voilà, c'est le banking as a service. Exactement, tout à fait. On vient de le définir. C'est ça, tout à fait. Et ben merci beaucoup pour cette présentation, Jacques-Olivier. On va rentrer dans le vif du sujet, je le disais en introduction. Et tu l'as rappelé, on va parler de l'onboarding des vendeurs, et c'est véritablement un point clé. Je me tourne vers toi, Thérèse. Pourquoi finalement cette entrée en relation est cruciale pour la plateforme? Il s'agit évidemment de sécuriser les transactions à partir de la première étape. Donc, en tant que plateforme de e-commerce, tiers de confiance, nous avons une responsabilité envers nos vendeurs et envers nos acheteurs pour garantir la sécurité de la transaction à partir de l'onboarding de vendeur, de paiement de la part de l'acheteur, toute l'expérience acheteur et jusqu'au payout et jusqu'aux éventuels remboursements de la part des acheteurs, pour les acheteurs. Donc sur cette étape-là, le onboarding, nous avons donc deux choses distinctes. On a notre partenaire bancaire qui va effectuer une série de contrôles avec le KYC, avec le contrôle de l'identité de vendeur. Ensuite, nous avons une partie gérée par Rakuten France, par mes équipes. Donc, on va effectuer toute une série de contrôles pour être sûr déjà que l'identité de la personne correspond à ce qu'il dit. Donc, il est vraiment la personne qu'il dit d'être. Donc là, je ne vais pas pouvoir vraiment rentrer dans beaucoup de détails sur qu'est-ce qu'on effectue comme contrôle. Mais ce sont des contrôles qui sont faits uniquement de façon manuelle, ou est-ce qu'il y a la technologie qui vient vous aider dans ces contrôles-là? Évidemment, il y a les deux. On travaille, on a quand même beaucoup d'historique chez Rakuten France, on a 24 ans d'existence, on a des outils maison développés par nous, tout simplement parce qu'à l'époque, quand on a commencé à opérer, il n'y avait pas d'outils sur le marché. Oui, c'était à la main. Donc il n'y avait pas d'outils, où on devait développer nos outils. Donc on a notre outil de CRM, c'est un outil interne, notre outil de fraud scoring et risk scoring, c'est un outil de scoring matching extrêmement puissant, outil interne, et tous les outils qu'on utilise chez Rakuten, c'est des outils internes. Donc on va utiliser cet outil interne, c'est du scoring matching extrêmement puissant et très très fin dans les détails de paramétrage qu'on peut faire. Et on va utiliser aussi de l'intelligence artificielle aujourd'hui, pas uniquement pour l'onboarding, aussi et surtout pour la partie de contrôle de la vie d'un commerçant, d'un vendeur chez nous, sur son taux de réclamation, taux d'annulation, échange entre acheteurs et vendeurs. On va analyser toutes ces interactions et toutes ces étapes d'une transaction. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler une chose qui est fondamentale dans le rôle que joue une plateforme, c'est le rôle de tiers de confiance. Ce qui veut dire que pour les utilisateurs acheteurs, il faut qu'ils aient une confiance entière dans les vendeurs qui vont être onboardés pour être certain qu'il n'y a pas quelqu'un qui agisse de manière frauduleuse. Oui, c'est important, effectivement. Nous avons la confiance de nos vendeurs et la confiance de nos acheteurs. Donc, un vendeur, on va encaisser en fait l'argent de ses ventes à lui. Donc, c'est effectivement une question de confiance. On va encaisser l'argent et on va ensuite lui reverser. Mais nous avons également une responsabilité envers nos acheteurs parce que, évidemment, l'acheteur achète auprès d'un vendeur, mais légalement parlant, mais nous sommes un tiers de confiance qu'il achète sur notre plateforme. Et donc, on a cette responsabilité envers l'acheteur également. Donc, on va effectuer, toute une série de contrôles avec nos outils internes, avec nos équipes experts, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et à l'étape de onboarding, effectivement, ce qui est très important, c'est d'être sûr que l'identité correspond effectivement à ce que la personne est. Et alors, est-ce que vous observez des évolutions par rapport
au nouveau flux d'onboarding? Est-ce qu'il y a de plus en plus de vendeurs qui cherchent à passer les contrôles? Est-ce qu'il y a des vendeurs étrangers qui cherchent à rentrer et pour lesquels c'est peut-être du coup plus difficile de faire un scoring, même s'ils sont de bonne foi? Comment ça se passe? Oui, on observe une diversification des tentatives de tout type de fraude. Et effectivement, l'usurpation d'identité, ça fait partie de ces pratiques qui sont de plus en plus répandues, malheureusement, aujourd'hui. Pour faire le scoring, est-ce que vous vous appuyez aussi sur des données extérieures à celles de Rakuten? Non, pas actuellement. Pas actuellement. C'est quelque chose effectivement qu'on a beaucoup étudié. On est très à l'écoute du marché des nouvelles solutions, des nouveaux outils, puisqu'on n'utilise que nos outils internes pour l'instant. On n'a jamais su démontrer vraiment un ROI positif, ce qui est très bien aussi avec les outils internes, qu'à partir du moment où on les a développés, on va les maintenir, mais ça ne coûte pas cher. On est extrêmement héroïste chez Rakuten France, comme beaucoup de plateformes rémunérées par commission. Donc, on va vraiment regarder ce qu'une solution va nous apporter concrètement et ce que cette solution va nous coûter. Donc, aujourd'hui, on est sur nos outils internes qui fonctionnent très bien avec des équipes internes, des équipes experts qui sont là depuis longtemps. Ça marche bien. Ce que je voulais rajouter, oui, sur la partie outils et sur la partie de tous les contrôles onboarding ou contrôles plus tard, payout par exemple, c'est très important que les outils soient très très finement paramétrables et qu'il n'y a pas de délai de mise en place d'une nouvelle règle. Donc si un expert risque va détecter une nouvelle tendance aujourd'hui à 16h25, c'est que tout de suite, la nouvelle règle soit live à partir de 16h25. Tous les nouveaux flux qui entrent soient soumis à cette règle. Donc il n'y a pas de priorisation dans la roadmap, il n'y a pas de développement, de mise en production. Il faut que ça soit très finement paramétrable et en même temps extrêmement réactif parce que c'est comme ça qu'on peut lutter contre tout type de risque avec beaucoup de réactivité et avec beaucoup de finesse. Alors pour finir sur l'onboarding, j'ai une dernière question. Est-ce que les vendeurs sont aussi suivis par des chargés de compte pour les accompagner dans l'utilisation de la plateforme? Évidemment. Pour Rakuten, c'est un des concepts clés, un concept japonais de service qu'on appelle omotenashi. Donc, nos vendeurs vont avoir, une personne dédiée, je parle des vendeurs professionnels, ils vont avoir une personne dédiée, c'est dans l'équipe sales, on les appelle les e-commerce consultants. La seule responsabilité de cette personne, c'est d'aider le vendeur à vendre, de l'accompagner, conseiller, être là pour lui. C'est des équipes aussi internationales, donc on a des vendeurs qui viennent de différents pays. Donc c'est très important aussi que les gens qui les accompagnent soient de leur culture, de leur langue. Merci Thérèse pour ce retour sur la réalité métier, finalement, de l'onboarding des vendeurs. Jacques-Olivier, côté tech, on vient d'en parler avec Thérèse, finalement, il y a un mélange à la fois d'humain et de technologie qui va permettre d'établir les contrôles. En préparant l'émission, on a commencé à parler de compliance by design, ou comment la technologie peut optimiser la vérification des vendeurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette réalité tech ? Pour moi, c'est effectivement extrêmement important d'arriver à avoir un parcours qui à la fois soit très fluide, parce que ça peut rebuter des marchands aussi et des vendeurs, qui soient particuliers ou professionnels, de se retrouver devant, il faut que vous uploadiez vos 45 derniers bilans, etc. Enfin, j'en passe. Mais d'être en capacité de pouvoir, de façon fluide et simple, vérifier l'identité. Alors, nous, on sépare deux choses, même s'il y a des éléments en commun. Il y a le KYC qui est plutôt pour les utilisateurs particuliers ou pour les entreprises de petite taille, type entreprise individuelle. Et après, le KYB qui nécessite effectivement
potentiellement un peu plus de documents. Pour business, B pour B pour business, pardon. Ouais. C pour customer et B pour business, tu as raison, il faut préciser les choses. Sur la partie KYC, aujourd'hui, l'expérience disponible, c'est une expérience où, avec ton téléphone, tu es en capacité, bien évidemment, de vérifier ta pièce d'identité. Thérèse le disait, c'est extrêmement important de pouvoir s'assurer de qui on a en face de nous, de pouvoir vérifier, et là, les outils automatisés et l'humain, et c'est là où on a les deux, sont en capacité de venir vérifier si la pièce d'identité et le visage, et en plus que c'est pas une photo, que c'est bien quelqu'un qui bouge, qui regarde à droite, etc. C'est des niveaux de certification qui sont extrêmement importants pour pouvoir faire ce qu'on fait nous, c'est-à-dire ouvrir un compte à cette personne, parce qu'in fine, on va ouvrir un compte pour que ce vendeur soit en capacité lui-même d'être payé. Donc il y a un certain nombre de normes, effectivement, qu'il faut pouvoir vérifier. Il y a un certain nombre de... Les fraudeurs sont aussi, et Thérèse le disait, très adeptes de technologie, donc en capacité désormais de faire des fakes à partir de vidéos, de faire... Et donc, c'est une course en permanence entre les uns et les autres, d'être en capacité d'aller plus vite que les fraudeurs et d'arriver à trouver des points de contrôle nouveaux pour pouvoir s'assurer effectivement que c'est bien la personne qui nous montre sa pièce d'identité, qui a la volonté et l'envie d'ouvrir ce compte. D'être en capacité aussi, et tu le disais tout à l'heure, de pouvoir accueillir, et la technologie le permet, différentes nationalités. C'est-à-dire de se dire, ok, les pièces françaises c'est bien, mais il faut aussi des gens qui sont en capacité, et des outils qui sont en capacité de s'adapter à différents types de nationalités. Thérèse, tu confirmes qu'il y a des vendeurs étrangers aussi sur la plateforme de Rakuten? Oui, tout à fait. Nous avons des vendeurs français, étrangers, européens, du monde entier. Ouais. Et aujourd'hui, c'est effectivement, avec l'ouverture des frontières, si on pourra en reparler, il y a nécessité d'arriver à bien se sécuriser. Et c'est vrai aussi sur les entreprises qui vendent. Les entreprises, tu as un parcours qui est un peu plus long parce que non seulement il faut que tu sois conscient que c'est la bonne personne qui est en face de toi, mais il faut que la personne, tu t'assures qu'elle est dans une société, que cette société n'est pas en train de déposer le bilan ou que c'est une société frauduleuse ou que... Et donc, tu vas avoir là aussi en termes de tech des liens qui vont se faire avec des bases de données externes. Alors nous, on a plutôt l'habitude en tant que grosse plateforme APIisée d'aller chercher par API des experts de différents sujets pour pouvoir faire du scoring, pour pouvoir dire ok, telle entreprise, alors déjà, plutôt que de lui demander son cabis, je vais aller le chercher moi-même sur des bases de données. Plutôt que de lui demander certaines informations, je vais aller les récupérer parce qu'il y a des informations qui sont disponibles et donc je vais avoir une bonne expérience utilisateur. Par contre, je vais m'assurer que c'est bien des personnes qui ont le droit d'engager la société, que c'est bien des personnes que la société est bien possédée par des bons bénéficiaires effectifs, etc. Donc, on a un certain nombre de niveaux de contrôle qui sont absolument nécessaires pour effectivement qu'ensuite derrière les marketplaces et les plateformes puissent garantir que l'argent va bien aller à cette société-là et que cette société-là ne va pas faire de la fraude, que ce n'est pas juste quelqu'un qui a ouvert, parce que comme on ouvre aussi des comptes à côté sur notre autre modèle, que quelqu'un ne va pas venir ouvrir un compte pour pouvoir juste onboarder comme vendeur et ensuite derrière dire qu'il va envoyer de la marchandise, ne pas l'envoyer et partir avec l'argent. C'est nécessaire de sécuriser bien ces éléments-là. Bien sûr, ça veut dire que vous travaillez avec un référentiel. Je vais prendre l'exemple de la carte d'identité ou du cabis. Oui, il y a équivalent. Oui. Cabis, il faut avoir connaissance du modèle sur lequel s'appuyer. Absolument. Et c'est encore plus vrai quand tu es sur de l'international. C'est ça. Le cabis, c'est français. Si tu as besoin d'aller en Espagne, si tu as besoin d'aller au Portugal, si tu as besoin d'aller... il y a différents moteurs. Aujourd'hui, il existe des solutions qui s'appellent des orchestrateurs de KYB, donc en fait, qui vont orchestrer la récupération de certains documents en automatique, la demande d'autres documents, puis là on va ouvrir un peu vers l'IA, mais de se dire finalement quand ton utilisateur, ton marchand, il va uploader son document, tu as deux options, enfin tu en as trois d'ailleurs, c'est un humain qui regarde, c'est une IA qui regarde, ou c'est une IA qui fait la première passe et l'humain vient juste confirmer derrière. Et donc là, tu commences à avoir des niveaux de technologie, puis vérifier si c'est un vrai justificatif de domicile ou si c'est juste quelqu'un qui a mis un coup de Tipex dessus, puis qui a changé l'adresse ou des choses comme ça. Ces outils sont de plus en plus perfectionnés parce que les fraudeurs sont aussi de plus en plus forts pour pouvoir ne pas avoir le bon type d'entrée en relation. Merci pour cet éclairage. On comprend bien avec vos échanges que effectivement l'onboarding, c'est le premier point
de contact, c'est clé et que sans un bon onboarding et une maîtrise complète du processus, on diminue les risques et on peut passer à la sécurisation des paiements parce que derrière, finalement, le day-to-day, c'est ça, hein, c'est la sécurisation des paiements. En quoi véritablement pour toi, Thérèse, c'est un défi de tous les jours? C'est un défi tous les jours déjà parce que il faut qu'on soit à la fois rapide sur le payout parce que nos vendeurs ont besoin de cash pour financer des nouvelles ventes sur notre plateforme, pour pouvoir avoir de stock, pour pouvoir revendre sur notre plateforme. C'est aussi une question d'expérience vendeur, évidemment. Il faut qu'on paye vite. Ils veulent être payés rapidement. Les vendeurs c'est quoi rapidement en fait? Sous quelques jours. Alors là, je voulais rentrer effectivement dans l'autre défi, donc rapidité et sécurité. Pour nous, ce qui est un défi aussi, c'est que nous avons des vendeurs des profils, avec des profils très divers et variés. Donc nous avons des vendeurs professionnels, des vendeurs particuliers, des vendeurs qui vendent des différents produits. Donc le niveau de risque pour un produit high-tech et pour un produit culturel, un DVD de 90 centimes et un iPhone de 1600 €, ce n'est pas du tout le même. Nous avons des vendeurs étrangers, nous avons des vendeurs français, nous avons des vendeurs qui utilisent notre plateforme logistique. Nous avons un réseau de logistique, un 3PL comme service à proposer à nos vendeurs. Donc effectivement, le niveau de risque est encore très différent quand le produit est stocké chez nous. Donc le défi, en plus de la rapidité et la sécurité, c'est d'adapter nos contrôles au profil de vendeur. Également, nous avons des vendeurs qui vendent beaucoup, qui vendent des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros tous les jours, et on a des vendeurs qui vendent un DVD tous les 6 mois. Est-ce que vous avez aussi une analyse des comportements des ventes? Est-ce qu'un vendeur qui subitement se mettrait à vendre beaucoup, ça va faire des warnings, des alertes? Oui, exactement. Donc c'est un vendeur qui commence à vendre beaucoup, on peut soupçonner peut-être une usurpation d'identité qu'on a déjà pu voir effectivement, une usurpation d'identité sur des personnes rentrées évidemment dans les détails, sur des comptes qui existent déjà, qu'on a observé pendant une période, des comptes qui existaient déjà, des comptes dormants mais qui ne vendaient pas beaucoup, qui commençaient à vendre rapidement beaucoup d'articles. Et effectivement, ça peut être un signe d'usurpation d'identité. Mais aussi, quand c'est le contraire qui arrive, ce n'est pas du tout rassurant non plus. Quand un vendeur qui vend beaucoup et d'un seul coup, il commence à vendre beaucoup moins, ça peut être un signe que le vendeur veut quitter la plateforme. Donc, il faut qu'on sécurise le payout, notamment au niveau du fonds de garantie. Le fonds de garantie, c'est quelque chose que pour certains types de vendeurs, certains types de produits, on va retenir dans le wallet pour pouvoir couvrir les éventuelles réclamations acheteurs qui viendraient après. Comment ça se passe d'un point de vue paiement et remboursement quand un acheteur finalement se trouve avec un produit qui a été vendu mais qui n'est pas conforme à la description? Donc finalement, il a été un peu trompé par le vendeur qui est passé au travers des mailles du filet. Ça génère des flux monétiques derrière tout ça. Tout à fait. C'est pas forcément parce que le vendeur est de mauvaise foi. On a vu aussi, par exemple, des vendeurs particuliers qui eux-mêmes n'étaient pas forcément au courant que sur une autre plateforme ou sur un autre point de vente, acheter un produit contrefait, il l'a revendu chez nous sans savoir que c'était sans forcément savoir que c'était un produit contrefait. Et derrière, son acheteur a ouvert une réclamation contrefait. Donc, c'est pas forcément parce que le vendeur est de mauvaise foi. En fait, on va rembourser l'acheteur. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, on va gérer la réclamation. On a un tiers de confiance. Donc, c'est pas uniquement envers nos vendeurs, mais aussi envers nos acheteurs. Et ensuite sous le wallet de vendeur, s'il n'a pas encore payé, il ne sera pas pour cette transaction. S'il a déjà été payé, le fonds de garantie sert notamment à couvrir les remboursements.
Est-ce que du coup, ça risque pas pour les acheteurs justement de dire, bah tiens, finalement, je dis que j'ai pas été livré du produit ou je l'ai pas eu alors que je l'ai bien eu. Et comment est-ce que vous arrivez à ce moment-là à faire la part des choses entre si c'est le vendeur ou si c'est l'acheteur? Parce qu'in fine, t'en as que deux et tu peux pas savoir de quel côté. C'est notre rôle, c'est mon autre casquette du coup de service client et c'est pour ça aussi c'est bien de gérer les deux équipes risque et service client parce que c'est de plus en plus lié sur les différentes pratiques de policy abuse, sur les différentes pratiques de policy abuse qui n'est pas forcément le sujet aujourd'hui mais qu'on observe beaucoup. C'est des process service client, donc on va regarder, déjà on a le suivi, on a le tracking, on sait si c'est livré ou pas, on a des contrôles aussi côté acheteur, donc si c'est une contestation de livraison, on va lui demander un certain nombre de documents, on va évidemment regarder aussi son historique, l'historique de l'acheteur et l'historique de vendeur, et on va faire un arbitrage, oui, c'est notre rôle. Et ça, c'est une réalité qui est présente pour l'ensemble du marché, la gestion des retours, la fraude qui se décale sur les retours. Mais pour revenir sur la sécurisation des paiements, Jacques-Olivier, comment la technologie, en fait, elle fait face à l'évolution des usages et des menaces par rapport à ça? Nous, de plusieurs façons. Déjà, et effectivement, je pense je vais répéter ce que disait Thérèse, on va venir analyser aussi les flux. D'où ça vient, où ça va, quel type de flux, puisqu'on va travailler sur de la carte, on va travailler sur du SEPA potentiellement, on parlera peut-être tout à l'heure des paiements par carte ou par virement, des différents moyens de paiement, parce qu'aujourd'hui, puis les marchands et les clients cherchent de l'instantanéité. Aujourd'hui, avec le SEPA, vous savez qu'on peut payer instantanément, et puis on en parlera d'ailleurs dans la partie 4 sur l'open banking, mais même faire de l'initiation de paiement, qui est encore une expérience utilisateur différente, mais si tu es sur des gros paniers, potentiellement, tu ne vas pas utiliser ta carte. Tu vas te dire, si j'achète une voiture, je ne vais pas l'acheter avec ma carte parce que mon plafond carte, il est souvent trop bas, ou alors je n'ai pas envie de l'utiliser. Donc, tu vas venir utiliser des IBAN. Alors aujourd'hui, la technologie nous permet de mettre des IBAN virtuels, c'est-à-dire en fait de dire, je vais mettre un IBAN par transaction potentiellement, ou un IBAN par flux ou par vendeur, pour pouvoir m'assurer effectivement que l'argent est bien arrivé. L'intérêt de solutions comme celle d'Expoland, c'est que tu es en temps réel. C'est-à-dire que tu vas pouvoir tout de suite confirmer, contrairement à avant où tu mettais une journée où tu n'étais jamais sûr que le virement était bien arrivé. Là, tu as une traçabilité complète du virement. Et ensuite, il y a la deuxième partie, c'est-à-dire la gestion du cash-out avec les règles qu'on va déterminer avec chacune des marketplaces ou chacune des plateformes en disant « Ok, combien est-ce qu'on garde sur le fonds de garantie ?» Parce qu'effectivement, c'est les usages aussi. Les usages, de plus en plus, j'essaye, ça ne me va pas, je renvoie. Ou pour X ou Y raison. Donc il faut être en capacité de pouvoir automatiquement renvoyer tous ces flux-là de façon sécurisée. C'est-à-dire que quand c'est une carte, tu peux recréditer la carte, bien évidemment, avec les contrôles qui ont été faits par nos partenaires. Quand c'est un flux SEPA, là aussi, il faut que tu sois en capacité, automatiquement, sans avoir à rentrer dans ta banque, de dire je connais bien l'IBAN, puisque c'est l'IBAN qui m'a payé en entrée, donc je vais réutiliser cette IBAN-là pour pouvoir faire en sortie. Et je peux amener une expérience client différente parce que, ce que je vous disais tout à l'heure sur les sites de paris en ligne, la personne sera payée 10 secondes après, donc tu vois l'argent sur ton compte bancaire, tu es complètement rassuré directement. Donc c'est ces niveaux-là de sécurisation, plus des niveaux de contrôle automatisé, de scoring, de filtrage, on appelle ça du filtrage de transactions, sur lequel on va mettre un certain nombre de règles pour nous assurer effectivement que ça ne sort pas vers des IBAN frauduleux. Mais comme on a bien fait le KYC, on a bien fait le KYB, en général, déjà dès cette étape-là, on va en enlever une bonne partie. Et ensuite, et c'est ce que disait Thérèse, on va s'assurer, même au moment des transactions, que chacune va bien être légitime. Ça t'inspire quoi là, quand tu entends Jacques-Olivier dire ça, Thérèse? Ça répond un peu aussi au fonctionnement qu'il y a chez toi Exactement, donc nous avons un partenaire bancaire avec qui on opère de la même manière. Un partenaire bancaire sur la partie payout qui est dédié à ça. Donc la tech, elle est bien là pour la sécurisation, on s'en doutait, on le savait, et merci de nous l'avoir exposé, avec une fois encore la partie métier et la partie tech. Mais justement, l'expérience de paiement, on a commencé à aborder un peu ce sujet-là.
il est à balancer entre la fluidité et la sécurité, puisque c'est pas toujours évident de renforcer la sécurité, parce que ça peut diminuer la fluidité et donc la conversion dans les achats. Comment vous voyez les choses chez Rakuten? Est-ce que c'est finalement une diversité des moyens de paiement qui vont pouvoir répondre à ces enjeux? Tout à fait. Il y a les moyens de paiement. Aujourd'hui, on propose toute une palette de moyens de paiement à nos acheteurs qui permet d'avoir un bon taux de conversion. On a aussi beaucoup d'historique. On a 25 ans d'existence donc dans la gestion de pays. On a de l'expertise, on a des outils. On a une bonne palette de modes de paiement. Là, la prochaine étape, je pense, où on arrive, c'est la personnalisation qui devient un vrai enjeu. Donc aujourd'hui, on propose les mêmes modes de paiement à tous nos acheteurs. Et là, demain, ça veut dire que finalement, vous allez avoir reconnu les moyens de paiement préférés de chacun de vos utilisateurs et d'office les leur présenter. Ça ne veut pas dire que les autres sont cachés ou inaccessibles. Ce n'est pas forcément ce qui est préféré, mais je dirais plutôt ce qui convertit le mieux avec le moindre de coûts. Ok, donc par exemple Par exemple, nos différents modes de paiement n'ont pas le même coût pour nous. Donc, sans citer des modes de paiement, on a des modes de paiement de wallet qui coûtent jusqu'à 3 fois plus cher qu'une transaction carte bancaire pour nous. Donc, si une transaction, si un visiteur va convertir sur un mode de paiement moins cher, pourquoi je lui proposerais le plus cher? Okay. Après, les habitudes sur les modes de paiement sont différents pour les différents groupes d'âge, par exemple. C'est différent aussi sur l'historique, c'est différent selon le panier. On a toutes les données, 25 ans de données de parcours, de navigation, de mode de paiement utilisés de nos acheteurs. Donc l'objectif, c'est d'utiliser ces données pour proposer quelque chose qui est un mode de paiement qui est pertinent, qui convertit au moindre coût. Là, je reviens encore une fois sur notre vision très héroïste. C'est on est rémunéré par commission, donc il faut qu'on regarde beaucoup nos coûts. Je comprends. Et justement, à propos de coûts et de contrôle des coûts, les remboursements, j'imagine qu'ils sont scrutés également, et vous décaissez rapidement aussi. Il y a la même politique en cash-out côté remboursement que cash-in. Le cash-out côté remboursement, c'est effectivement assez instantané, c'est très rapide. Donc là, on va rembourser sur le mode de paiement, tout simplement. Pour les modes de paiement, vous avez aussi, Jacques-Olivier en parlait tout à l'heure, du BNPL. Oui. Ouais. Oui. Nous avons une solution, donc plusieurs solutions Buy Now Pay Later, et on a une solution aussi de crédit. Pour les gros achats. Pour les gros achats, oui. Et là, qui suit un processus un peu différent, où on va retrouver justement peut-être des éléments de contrôle qu'il y a dans l'onboarding. Il y a des contrôles sur le pay-in de notre côté, donc ça marche exactement de la même manière que le contrôle sur le pay-out et sur l'identité des vendeurs et le onboarding des vendeurs et la performance des vendeurs, donc avec des outils internes, avec des équipes experts. On a un taux de fraude que je ne vais évidemment pas communiquer, mais qui est très très bas. Donc ça reste un enjeu, la fraude pay-in, mais on a d'autres points de focus sur le risque en ce moment parce que c'est complètement maîtrisé. Oui, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Hein. Finalement, Jacques-Olivier était en train de le dire. La fraude au retour et ces choses-là qui se décalent quand on est très fort sur la lutte contre la fraude dans les paiements. Et d'ailleurs, pour rebondir sur le BNPL, effectivement, tu vas avoir, à certains niveaux de BNPL, tu vas déclencher des contrôles différents. C'est-à-dire que dans certains cas, tu vas t'appuyer uniquement sur les informations que tu as déjà sur le partenaire. Dans d'autres cas, tu vas aller en demander d'autres
par exemple, et ça, on reparlera d'open banking un peu plus tard, mais d'aller vérifier que c'est bien quelqu'un qui a un vrai compte avec un vrai fonctionnement pour pouvoir dire ok, tu vas me payer en 4 fois. Oui, mais je veux m'assurer que derrière, tu me donnes bien les coordonnées d'un vrai compte, que le vrai compte en question, il a des vrais mouvements, que tu es bien payé dessus, etc. C'est bien ton compte principal, parce que sinon, je vais prendre des risques. Et à certains montants, effectivement, les sociétés de BNPL prennent ce niveau de garantie justement pour s'assurer qu'effectivement, il n'y a pas de risque trop important. Justement parce qu'ils ont plus d'informations que nous sur la transaction, sur l'identité, potentiellement plus d'autres informations. Oui. Ils peuvent interroger la base de données de la Banque de France, nous on ne peut pas. Donc, c'est ça, elle est fondamentale. Exactement. Et en plus, tous les pays n'ont pas forcément les mêmes bases de données. Tu vois, en Allemagne, il y a une base qui s'appelle la Schufa, c'est du crédit scoring globalisé, qui est national. Un peu comme aux États-Unis. Et donc, dans lequel, exactement, c'est chaque personne a une note de scoring, un peu comme aux États-Unis. Et du coup, tu payes bien justement pour faire en sorte que ta note de scoring scoring de crédit reste positive. En France, ce type de fichier n'existe pas, donc les sociétés ont d'autres façons, effectivement, de créer du BNPL. Et alors, sur les infrastructures technologiques, là, par rapport à ces flux qui sont quand même assez complexes à gérer, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Là, l'expérience vient aussi de la capacité, et là aussi, c'est ce que disait Thérèse, à pouvoir proposer une gamme assez large de moyens de faire du pay-in, c'est-à-dire de dire, en fonction des besoins, je vais plutôt aller mettre du prélèvement, parce que je veux faire un abonnement, pour un abonnement typiquement, je vais venir prendre régulièrement, ou alors je vais permettre aux gens de payer par virement, donc je vais leur créer un IBAN spécifique, un IBAN virtuel pour eux, pour qu'ils puissent payer, ou alors, la carte, j'en parle pas parce que tout le monde le fait, et en l'occurrence dans le groupe, on a une société qui s'appelle Payplug qui fait ça très bien avec des très bons taux également. On a des capacités, et on en reparlera tout à l'heure, d'initier les paiements automatiquement, c'est-à-dire d'avoir une expérience où c'est vraiment la personne qui déclenche son virement. On a du BNPL aussi. Donc, tous ces moyens-là te permettent d'avoir une gamme complète de pay-in. Tu vas avoir des questions aussi sur le pay-out, de te dire... Attends, mais pour rester sur le pay-in, tout à l'heure, tu parlais des cartes virtuelles pour les JO. Oui. Ces cartes virtuelles, c'était ça, des cartes virtuelles. Tu peux créer des cartes virtuelles. C'est des cartes dans des XP, en fait. dans des XP que tu peux avoir. Déjà, c'est de te dire sur les. Alors là, on va sortir un peu des marketplaces. Mais sur les marketplaces, c'est pas forcément le sujet le plus. C'est pas le sujet le plus utilisé. Après, derrière, tu peux te dire, si j'ai besoin de payer dans un système qui a justement un PSP pour pouvoir acquérir, notamment c'est dans le transport, je vais venir générer des cartes virtuelles pour pouvoir payer un certain nombre de choses et pouvoir faire en sorte que finalement il n'y ait pas d'humain. C'est-à-dire que ton acheteur il est humain, ton vendeur il est humain. Si demain, je voulais programmer, on va très loin dans l'innovation, je sais que c'est la question d'après, mais si demain, moi je voulais mettre un robot qui va acheter sur le site de Rakuten, je pourrais faire un robot qui va générer des cartes virtuelles qui vont aller pousser des cartes virtuelles directement depuis un compte. On va en parler parce qu'on va aussi parler des agents IA qui pourraient peut-être être amenés à effectuer les achats pour le compte de... Après, dans les innovations technologiques, tu as aussi la tokenisation qui a comme objectif de dire le client il n'a plus besoin de rentrer sa carte parce que c'est quand même sympa de ne pas avoir à sortir systématiquement tous ces numéros. Alors tu as les navigateurs qui en font une partie, tu as les schemes qui vont aussi essayer de te sécuriser un maximum. Pour ceux qui ne sauraient pas encore, c'est Visa et Mastercard. ECB, exactement, qui sont en capacité de plus et qui vont pousser de plus en plus le fait que on sécurise avec de la façon la plus fluide possible, que t'es pas à rentrer ta carte, que idéalement, t'es pas à faire. Donc 3DS, c'est aussi une sécurisation complémentaire qu'on va venir faire. On va utiliser votre téléphone pour dire merci de valider la transaction au-delà d'un certain montant. Là aussi, il y a des algorithmes un peu spécifiques qui sont en capacité de déterminer à quel moment est-ce que je lance une sécurisation ou à quel moment est-ce que je fais suffisamment confiance ou parce que le panier est suffisamment bas et que j'ai pas forcément envie de m'embêter, je vais valider la transaction toute seule, de telle sorte que l'utilisateur finalement lui se retrouve avec une expérience extrêmement fluide de dire j'ai cliqué sur acheter et ça a acheté, c'est merveilleux, c'est magique. Et après d'avoir les bonnes options effectivement si tu as envie d'avoir du paiement fractionné, du paiement différé, du paiement directement de compte à compte, etc. Merci Jacques Olivier. Dis-moi Thérèse, la réglementation dans tout ça. Là on arrive on a commencé à aborder l'innovation, mais avant d'aborder l'innovation,
On est obligé de parler de la réglementation. C'est finalement l'enjeu du paiement, des flux monétiques. C'est quelque chose qui est hautement réglementé. Comment c'est vécu chez Rakuten ? Chez Rakuten, on a su toujours s'adapter à toutes les nouvelles réglementations. Effectivement, on fait partie d'un groupe japonais, donc c'est extrêmement important pour nous d'être vraiment conforme à toutes les réglementations. C'est un enjeu principal. Là, la dernière réglementation, c'est le DSA, le Digital Service Act. Pour les grosses plateformes, effectivement. Oui, qui a nécessité effectivement beaucoup de modifications dans nos outils, dans nos process, pour pouvoir effectivement déjà enregistrer tous les contrôles, tout ce qu'on détecte comme activité potentiellement risquée, dangereuse, suspect sur l'activité de nos vendeurs, sur leur compte. Ça a nécessité des semaines et des mois de développement dans la roadmap. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on est complètement conforme à cette réglementation. Après, sur le DSP2, nous travaillons avec là, c'est pas uniquement des outils internes comme sur le risque, mais on travaille avec des partenaires qui, eux, nous ont permis d'être... D'ailleurs, sur la DSP2, pour le commerçant, il y a un impact fort, puisque pour limiter finalement le 3DS, pour avoir une fluidité, c'est toujours cette balance entre sécurisation et fluidité. La mise en place de scoring de la data comportementale permet clairement de baisser la demande d'authentification forte et donc de favoriser le taux de conversion. Ça, c'est quelque chose que vous avez dû... Finalement, la réglementation, elle est venue pousser l'innovation aussi chez Rakuten. Tout à fait. Nous avons toutes les données, encore une fois, historiques. Donc, on connaît nos acheteurs, on sait détecter de notre côté, on sait si c'est un achat sécure ou c'est un achat risqué. Les banques nous écoutent. Donc, quand on demande une exemption, c'est accepté. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, que effectivement, on n'a quasiment pas de fraude sur le frictionless. C'est quasiment non existant. Je ne peux pas donner évidemment les chiffres. Il y a plus de fraude sur la partie 3DS aujourd'hui que sur la partie frictionless. Donc frictionless, ça veut dire sans 3DS. Hein. Ouais, je sais bien, mais comment il y a de la fraude sur la 3DS, puisque finalement le contrôle il est reporté sur l'opérateur de paiement. Oui, mais il y a quand même possibilité de frauder. C'est très simple aujourd'hui. On peut appeler une personne, on lui dit pour annuler votre transaction, donnez-nous le code. Malheureusement, malgré toute la sensibilisation qu'on peut voir que les banques font et ils mettent beaucoup de ressources dans ce sujet, il y a des gens qui donnent le code. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on peut penser que c'est finalement un investissement lourd pour le vendeur ou la plateforme de faire du frictionless, mais finalement il y a un intérêt immédiat à la fois parce qu'il y a un taux de conversion qui est meilleur, et à t'entendre parler, c'est qu'il y a aussi finalement une diminution de la fraude. Oui. Ça, c'est quelque chose côté tech. Il y a une diminution de la fraude, mais sur des plus petits montants et sur etc. Donc, bien évidemment, le 3DS. Alors, tu as toujours l'ingénierie sociale qui est la grosse façon de faire, c'est de dire bonjour, je suis quelqu'un qui lutte contre la fraude. Vous allez recevoir un pop-up de votre banque. Alors, vous verrez, c'est bien votre banque. C'est votre application bancaire qui va s'ouvrir. Il faut que vous mettiez votre empreinte digitale ou votre Face ID pour pouvoir valider la transaction. C'est pour sécuriser votre compte. Et malheureusement, il y a des personnes qui vont juste faire ce qu'on leur dit au téléphone. De plus en plus, effectivement, les établissements de paiement, les banques essayent de sécuriser au maximum pour pouvoir lutter contre la fraude. Un autre type de fraude, parce que ta question initiale, c'était sur la réglementation. La réglementation va à la fois nous imposer, mais en même temps, moi j'en suis très content, ce qui s'appelle Verification of Payee, c'est-à-dire donner la capacité de pouvoir vérifier à qui appartient l'IBAN qu'on nous donne.
C'est-à-dire de dire, avant, j'envoyais un IBAN en disant que je suis la société de X qu'il faudrait que vous payiez parce que c'est la facture. Les gens payaient sur cet IBAN-là en ne voyant pas que c'était simplement quelqu'un qui avait ouvert un compte, mis son IBAN, il avait juste mis un coup de Tipex et il avait remplacé l'IBAN par cet autre IBAN. Dorénavant, ton application bancaire va te dire attention, le nom que tu es en train de me rentrer n'est pas celui le qui est nom enregistré. Voilà, il y aura sur différentes couleurs pour des raisons GDPR, c'est-à-dire qu'on ne peut pas te dire non, c'est celui de monsieur X si tu as rentré Madame Y, mais par contre, si tu as rentré Madame Y, on pourra te dire c'est pas Madame Y, c'est rouge. Donc, si tu fais la transaction, tu as quand même le droit de la faire, mais on t'aura prévenu, donc ça sera à tes risques et périls. Et ça, c'est pour Verification of Pays, c'est pour courant octobre. D'accord. Donc ça va permettre de sécuriser, notamment de s'assurer effectivement qu'on n'a pas des vendeurs qui viennent en mettant encore une fois un coup de Tipex sur le RIB, en mettant un autre nom de société en disant c'est là-dessus qu'il faut que vous me payiez, comme ça il encaisse et puis dès qu'il a encaissé on ne le voit plus. Ça c'est des dangers que tu as déjà observés chez Rakuten, Thérèse. Ouais. Oui, on voit ça se diversifie, encore une fois, ça se démocratise. Donc le risque est un sujet aujourd'hui qui est passionnant. Il y a des nouvelles pratiques tous les jours. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'intelligence, elle est mise à... Exactement. Ouais. Et après, tu as aussi des questions de biais de concurrence qui sont amenées par... l'Europe, c'est super, ça ouvre beaucoup de choses. Le problème, c'est que chaque régulateur va potentiellement décliner d'une façon ou d'une autre dans son pays les différentes règles. Et que du coup, tu veux dire les directives européennes sont appliquées de façon diverse. Elles sont intégrées en local. Et donc, en local, tout le monde ne va pas avoir forcément les mêmes barrières. Ce qui fait qu'en fonction de avec qui tu travailles, tu vas avoir des éléments complémentaires qui vont potentiellement te sécuriser plus, mais qui vont mettre plus d'étapes, donc c'est potentiellement moins agréable pour le marchand au moment de l'onboarding, etc. Donc c'est assez important, on milite pour ça, pour pouvoir faire en sorte aussi qu'il y ait cette harmonisation européenne à minima, pour faire en sorte qu'effectivement tout le monde joue avec les mêmes règles et puisse utiliser les mêmes systèmes dans le même sens. Pardon. Vas-y. Non, et puis après je voulais parler de la DSP3 qui arrivait, mais vas-y. Là ça va, mais alors on a encore le temps, c'est pas demain. C'est pas demain, malheureusement, mais qui va permettre encore de faire encore plus de choses, notamment parce que la DSP2, on n'a pas parlé de tout, mais il y a l'open banking et notamment ce qu'on appelle l'initiation de paiement, qui permet aujourd'hui d'avoir notamment sur des paniers importants, mais aussi, nous on l'a aussi pour des étudiants qui rechargent leur carte d'étudiant, donc sur des tout petits paniers, une expérience vraiment fluide. En fait, ce qui se passe, ça va ouvrir, à partir du moment où tu valides le paiement, tu vas dire je suis dans telle banque, ça va ouvrir sur ton application ta banque en question qui va te dire vous vous apprêtez à envoyer 1500 € à telle personne, si vous validez avec votre code, votre empreinte digitale ou votre Face ID, ça va faire l'opération pour vous. Donc c'est un virement, c'est pas instantané. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est le vendeur qui t'envoie ça sur ton téléphone finalement, Exactement. Cette proposition de virement, et que contrairement à un virement plus classique, c'est pas à toi de te connecter sur ton app, à rentrer le RIB et à générer le virement. Exactement. Dorénavant, tu auras une expérience où on fait tout ça pour toi. Bien évidemment, avec ta validation, c'est ta connexion à ta banque. Donc en plus, c'est sécurisé dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est bien ta banque qui fait la sécurisation de ce point de vue-là. Ça, c'est rendu possible grâce à ce qu'on appelle l'open banking. Exactement, ça c'est l'open banking. Il y a ça, il y a de pouvoir récupérer aussi les coordonnées bancaires. Tout à l'heure, on parlait de récupérer l'IBAN, de s'assurer que la personne, on va bien voir ton IBAN, donc on va te demander, dans la même expérience, ta banque va s'ouvrir. Est-ce que tu valides l'envoi de tes coordonnées bancaires ? Si tu cliques sur oui, si tu valides encore une fois avec ton empreinte digitale ou autre, ça va envoyer les coordonnées bancaires. Donc là, de façon sécurisée, on sait que c'est bien ton nom, c'est bien ta banque. Donc dans la partie de connaissance, tu peux pas te tromper, tu sais que c'est le bon IBAN et tu sais que c'est la bonne personne. Ça, c'est quelque chose que vous mettez en place chez Rakuten ? Pour l'instant, nous n'avons pas cette solution. Parce qu'elle a l'air assez... Alors, elle n'est pas adaptée pour tout le monde parce que si tu es dans un grand groupe, par exemple, qui vend, le grand groupe, avant que tu aies la personne qui a accès au compte bancaire, c'est pas forcément demain. Par contre, si tu es une société unipersonnelle ou une petite société, c'est beaucoup plus facile. C'est souvent la personne qui s'inscrit sur le site qui est en plus la personne qui peut accéder à la banque et qui donc
peut utiliser cette expérience plutôt sympa de se dire je le fais en automatique. Je me permets d'aller un peu plus loin. On parle d'innovation finalement, l'open banking, c'est la tokenisation. On n'en a pas trop parlé, mais ça fait aussi partie du sujet. On l'a évoqué rapidement, les cartes virtuelles. J'ai ajouté, oui, les agents IA. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ces agents IA, ça va devenir des véritables esclaves pour vous qui vont être en capacité de réaliser des tâches en disant, un particulier pourra dire à ChatGPT ou consort, via un agent IA, organise-moi un week-end à Londres, de telle date à telle date, et tu me prends les billets de train qui partent le vendredi soir et qui reviennent le dimanche soir. Tu me réserveras aussi la chambre d'hôtel en plein centre pour un budget max de temps. Et l'agent va opérer ce genre de choses. Ça paraît un peu de la science-fiction, mais en fait, je crois qu'on y est presque. Ah oui, c'est plus de la science-fiction, je pense. Ouais, je sais. On y est pour te donner les différentes briques dont tu as besoin pour pouvoir faire ça. Effectivement, tu vas te dire, j'ai besoin de pouvoir virer sur l'IBAN de l'hôtel tel montant. Donc, tu vas venir utiliser par API, une API qui est liée à ton compte bancaire, c'est-à-dire que tu n'as même plus besoin. Idéalement, bien évidemment, en ayant sécurisé l'ensemble des flux, mais tu vas pouvoir faire tes paiements, et ça c'est beaucoup utilisé dans le B2B, c'est vraiment une grosse tendance avec la facture électronique, qui est un autre sujet, mais on pourrait faire une émission entière dessus aussi. Donc tu vas digitaliser les informations de la facture, donc tu vas pouvoir aussi te dire, tiens, comme je connais exactement qui payait quand, finalement, même sans IA, je peux lui donner la règle de, à date de paiement, tu me fais un envoi de mon compte vers tel autre compte, si tant est que j'ai suffisamment d'argent sur mon compte, etc. Donc avec quelques règles. Et en fait, par API, tu es en capacité de déclencher ce paiement. De la même façon, tu es en capacité, c'est ce que tu disais, de créer une carte virtuelle pour pouvoir dire ok, j'ai besoin d'aller me mettre dans le site du transporteur, de la compagnie de train ou de la compagnie aérienne. Je vais générer une carte virtuelle spécifique qui va être en capacité de pouvoir l'intégrer dans le PSP et donc de pouvoir directement faire le paiement sans que la personne ait besoin d'avoir fait in fine quoi que ce soit, si ce n'est valider au départ que tu autorises bien tes systèmes à pouvoir faire ce qu'on dit, c'est-à-dire créer des cartes, utiliser l'argent qui est sur ton compte, te donner en temps réel aussi les informations de ça a été bien payé, etc. Donc c'est plus de la science-fiction aujourd'hui, du temps réel et de la capacité de créer des cartes et des virements en instantané, ça existe déjà. Après derrière c'est bien évidemment la sécurisation, parce que on sait qu'il y a des IA qui ont encore des hallucinations, donc il ne faudrait pas qu'elle se trompe de Londres et qu'elle te mette un Londres aux États-Unis et que tu te retrouves avec une facture 3 fois plus importante. Oui, et pas les bonnes dates, avec 3 jours de transport. Merci Jacques-Olivier pour ces explications. Le mot de la fin, Thérèse, il va te revenir, justement, l'innovation, l'IA dans tout ça. Comment vous appréhendez cette nouvelle réalité chez Rakuten ? On utilise déjà le IA chez Rakuten dans différentes équipes, sur les différents aspects des opérations, de l'expérience client. On utilise au service client, on utilise dans l'équipe de risque, effectivement, nous permettre d'aller beaucoup plus vite, d'identifier des patterns qu'on n'a pas pu identifier manuellement ou avec beaucoup plus de temps et de ressources allouées. Le IA, on l'utilise, les fraudeurs l'utilisent aussi, donc il y a les deux côtés, donc effectivement, c'est aussi une source de danger et un outil à la fois. La gestion de risque et la sécurisation de paiement sur les marketplaces, c'est un sujet, je pense, qui devient de plus en plus complexe, qui intervient sur toute la chaîne, sur la pay-in, sur l'activité des vendeurs, sur l'usurpation d'identité, sur le count takeover, sur la contrefaçon. C'est toujours évidemment un jeu de chat et de souris. Et donc, ouais. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est d'être toujours un pas devant, être extrêmement adaptable et réfléchir, se mettre à la tête des fraudeurs.
ce que mon équipe est capable de faire. C'est pour ça que c'est un plaisir de travailler avec eux. Ils regardent toute nouvelle fonctionnalité, toute nouvelle offre sur notre site. Comment je peux frauder? Si je suis un fraudeur, comment je peux contourner le système? Donc, on bloque les failles avant qu'ils soient exploités par les fraudeurs parce qu'il y a des gens en interne qui réfléchissent comme eux. Un coup d'avant. Eh ben, écoute, merci Thérèse, merci Jacques-Olivier pour cet échange, le partage d'informations, d'expertise, les points de vue qui finalement ne sont pas du tout opposés mais bien complémentaires avec véritablement une vision tech et puis une vision métier. Merci de nous avoir transmis tout ça. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité et pour les gentils mots que vous ne manquez pas de me faire parvenir épisode après épisode. Merci au One to One pour le support apporté également à cet épisode. Si on veut rentrer en contact avec l'un ou l'autre, est-ce que LinkedIn est le meilleur moyen? Tout à fait. Absolument. Voilà. Et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours passer par moi. Je saurai faire la mise en relation. Merci encore. Et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. À bientôt.